Salut mes bums, j'espère que vos petits chars gris et vos petits chars bleu marin vont très bien parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon preview du Samouraï MMA chapitre 8 qui a lieu ce samedi 16 septembre en direct du Capitole à Québec City. Ça va être un bel événement encore une fois, le 8e chapitre de Samouraï. On a des gros noms sur la carte, des bons match-ups. Je suis là pour vous preview tout ça comme on fait d'habitude avant tous les petits événements, les chums. Donc, on se lance. On y va direct avec le main event de la soirée, combat local entre Tommy Morrison et Matt Dawson, le pitbull qui fait son chemin vers le Québec finalement, après avoir été tenté par Tommy là, à plusieurs reprises et puis ne pas avoir refusé l'offre, mais ne pas avoir accepté l'offre non plus, mettons. Et puis, c'est un combat qu'on voulait depuis longtemps. Là. C'est un combat qu'on voulait depuis longtemps. Matt Dawson, c'est un très bon flyweight au Canada. Il y a une fiche de 4 victoires, 4 défaites qui vient de Chatham en Ontario. Vient de gagner ses 2 derniers combats. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un peu sa nouvelle gimmick à Matt Dawson. En fait, Matt Dawson, il commence sa carrière 2-0, 2 belles victoires. Ensuite, 4 défaites consécutives. Toutes de la même façon contre des grapplers qui l'ont amené au sol puis qui l'ont contrôlé au sol pendant 15 minutes pour la décision. Le gars s'est jamais fait finir. Puis dans tous ces combats-là, oui, il passait beaucoup de temps en dessous, mais il attaquait des soumissions, lançait beaucoup de coups de coude là, comme ça en dessous. C'est un gars qui va te fendre la face au grand complet si tu veux être sur le top de lui. La preuve étant, si vous voyez, j'ai un vlog d'un BTC qu'on a Gabe Sagman dans le vlog. Puis Gabe Sagman, ce soir-là, se battait contre Matt Dawson. Et il a gagné contre Matt Dawson. Mais si tu regardes après le combat, là, il y a un œil complètement fermé, des coupures partout dans la face. Il y a du sang qui sort de des places qui sont même pas ouvertes. Fait que t'es genre, crime, t'as l'air d'avoir mangé une sale volée, mon gars, pour un gars qui a gagné le combat. Puis c'est ça, Matt Dawson. Là. Il va être là pendant 15 minutes. Il va être déplaisant à souhait. Peu importe dans quelle position tu l'as, que tu sois sur le top en train de le contrôler, que tu sois debout. C'est là qu'il excelle le chum Matt Dawson, qui est un striker principalement, quelqu'un qui va vouloir avoir un style Muay Thai. S'entraîne plus récemment là, avec Justin Brockman puis James Clark, tout le monde avec Big Country MMA à Lindsay en Ontario. Matt est à lui-même un gars de Chatham. Et puis... très intéressant parce que justement, comme je disais, dans ses 2 derniers combats, il a gagné, non seulement, mais il a gagné par soumission au premier round face à Benabi Otoru et Edwin Martinez, qui sont 2 adversaires de Tommy Morrison, et je dirais peut-être même les 2 adversaires qui ont donné le plus de misère à Tommy Morrison, qui a affronté aussi Diego Silva. Ça va être un bon back and forth, mais Tommy avait clairement gagné ce combat-là. Francisco Martinez, écoute, le backpack pendant 15 minutes, l'a complètement dominé, mais Edwin avait donné une solide opposition à Tommy, un des meilleurs combats cette année qui a eu lieu au Canada. Puis, on se rappelle tout le premier combat de Tommy contre Benny Otoru, ça avait été une décision partagée, puis c'était très, très, très serré. Le Tommy avait pris du temps à se mettre en marche pour ce combat-là, et puis il avait rendu ça serré. Fait que Matt Dawson, il a affronté ces 2 gars-là à ses derniers combats, puis il s'est fait takedown tout de suite. Là. Dans les 2 combats, il se faisait takedown, se faisait un peu contrôler sur le top, mais dans les 2 cas, il est allé d'une clé de bras, et puis il a réussi à finir la clé de bras. Il est très crafty là, avec ses soumissions en dessous, il est très dangereux, puis il est dangereux parce qu'il n'arrêtera jamais d'essayer, tu sais. Donc, c'est ça. Il a fini les 2 gars. Puis là, c'est un peu devenu sa gimmick, les petites vidéos sur Internet. Hey, check ça, Morrison. Moi, j'ai fini les gars. Toi, t'as pas été capable de les finir. Le Tommy Decision, Morrison, whatever, whatever. Fait que là, il y a eu une petite querelle sur les Internets. Ça s'est un petit peu chicané. Je pense en dessous d'un post de Daniel Lafont, si je me trompe pas, ou un post de Samouraï, un ou l'autre. En tout cas, ça s'est pogné sur les Internets. Et puis, ben, ils ont signé le contrat. On se rappellera, c'était avant le dernier Samouraï. Puis finalement, Tommy avait été retiré de cette carte-là, où il devrait affronter un Mexicain. Puis finalement, on a fait garde. On a le combat contre Matt Dawson pour dans 1 mois et quelques. C'est le fight qu'on veut voir depuis très longtemps. Faisons juste ce fight-là. Puis c'est ce fight-là qu'on va faire. C'est le main event. C'est un gros combat. Je suis extrêmement excité parce que Tommy Morrison est déjà là à 4-0 dans les meilleurs flyweight au pays. Là, on s'entend les gars qui sont en haut de lui. C'est genre, un Gabe Sagman, peut-être. Moi, j'aurais tendance à mettre Tommy devant Gabe. Parce que oui, Gabe a genre comme 13, 14 combats pro, mais je pense qu'il est rendu avec une fiche de 500, les gens 7-6 ou 7-7, de quoi de même. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'expérience, mais la fiche, Tommy est 4-0, il était vécu. Fait que je pense que tu peux mettre Tommy avant lui. Ça se discute.
du moins. Sinon, t'as un Bojan Klanjakovic qui est genre 15 pro fight, il est 10-5. Puis t'as James Clark, puis t'as Tony Laramie, puis t'as Louis Jourdain. C'est ces gars-là qui sont en haut de Tommy au Canada. Mais dans ceux qui sont juste en bas, qui sont comme dans la même discussion que lui, justement, t'as Gabe Sagman, t'as Matt Dawson, t'as Gino Galepardas. Puis là, on a la chance de le voir affronter de ces gars-là. Finalement, tu sais, Tommy, qui est un peu la gimmick de sa carrière, c'est d'un adversaire, Pierre Tivierge, ça va être un bon combat, puis là, Pierre se biaise, ça marche pas, fait que là, il y a un autre adversaire dernière minute qui s'amène, puis ça a toujours été ça, des adversaires qui s'amènent à quelques jours de préavis pour affronter Tommy, puis oui, ça donne des combats bizarres, mais ça fait que Tommy lui a fait un camp d'entraînement pour un adversaire, puis surtout avec un tout autre adversaire la semaine même, puis il s'en sac, là. Il dira pas non à ce challenge-là, mais c'est sûr que quand t'as drillé pendant des semaines un game plan spécifique pour un d'autre, puis là, faut un peu tu crisses ça aux poubelles puis tu freestyle, ça se peut que les finishes viennent un peu moins. Et de là, pourquoi Tommy, c'est sûr que c'est un peu un narrative là, dans le début de sa carrière, il n'y a pas encore de finish. Il y a 60 minutes de cage time en 4 combats. C'est un flyweight. Les flyweight, ça se finit pas autant que les autres divisions. Fait que Tommy gagne des décisions, moi je trouve ça très encourageant pour son futur. S'il était là à finir tout le monde en quelques secondes, tu te dis ah ouais, c'est impressionnant, mais mec, t'en pognes un que tu seras pas capable de finir, comment tu vas réagir? Tommy, tu le sais, il peut avoir de l'adversité, il peut avoir plein d'affaires, puis il va avoir déjà vécu ça dans sa carrière. Donc, cette expérience-là est inestimable pour lui. Et puis, ben là, il va en rajouter un autre 15 minutes ou moins d'expérience en affrontant l'excellent et le coriace Matt Dawson dans un bon combat, là. Vraiment un bon combat bien booké. Un gars qui a beaucoup d'expérience en Dawson, il fait ça depuis longtemps. Puis, comme je vous dis, il va tellement être déplaisant que si Tommy arrive et il n'y a pas une bonne soirée ou son game plan ne marche pas, ça pourrait que ça n'aille pas du côté qu'on pense que ça va aller, ce combat-là. Là. Fait que, excellent main event. Très, très hype pour ce duel de flyweight qui, d'ailleurs, Tommy, dans le main event, c'est un peu la suite logique de Jonathan Ramsey dans le main event au gala avant. C'est pas mal les deux stars là, qu'on a créés à Samouraï. Tu sais, oui, il y a les Fred Duprat, ces gars-là qu'on connaissait déjà. Tu sais, c'est Fred Duprat, il a créé son étoile à TKO, puis là, il a continué son ascension avec Samouraï, mais c'est pas une étoile qui a été créée à Samouraï. Tommy, Joe Ramsey, c'est le cas. Puis là, on est rendu au moment où Samouraï, à son 8e événement, est en mesure de déjà mettre ces gars-là dans des main events de des cartes. Donc, mission accomplie pour Samouraï, là, qui voulait développer des étoiles québécoises. Puis là, t'en as 2 qui viennent de main event, 2 événements back-à-back. Puis, c'est super excitant pour la suite des choses. Ensuite, co-main event de la soirée, Danny Mallette qui est back somehow. Je sais pas trop pourquoi, comment, mais ça fait 15 minutes qu'il s'est battu pendant 25 minutes contre Joe Ramsey dans une guide de tous les instants combat qui a été voté là, d'ailleurs par vous. Meilleur combat de l'histoire de Samouraï MMA jusqu'à présent. Et puis, que dire, man, Danny, c'est un tueur. J'espère que physiquement, il a eu le temps de se remettre. Je le sais que étrangement, Danny n'a pas gagné contre Joe Ramsey, mais Danny semblait moins amoché physiquement que Joe Ramsey après ce combat-là. Oui, il avait mal à la jambe, c'est kické dans la jambe beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut falloir qu'il regarde dans ce combat-là, d'ailleurs, aussi parce que Carlos Paeta est pas mal un Muay Thai spécialiste, là, on va se le dire. Le gars, il a un tatou de Muay Thai, c'est écrit Muay Thai ici dans le lettrage, là. Puis il arrive avec son genre de petit bandeau en corde, là, je sais pas trop comment t'appelles ça, je suis pas un gars de Muay Thai du tout, mais genre de petits bandeaux traditionnels Muay Thai, là. Fait qu'en tout cas, le dude fait du Muay Thai. Tout porte à croire. Puis, ça va être un bon fight. Danny Mallette, vous savez, c'est un striker, bon striker. Peut-être, j'ai pas envie d'y mettre l'étiquette de slow starter, mais oui, Danny Mallette a tendance au premier round à être un peu moins actif que les 2 autres rounds, vraiment prendre ses reads puis s'assurer qu'il y a une bonne lecture qui est faite de son adversaire. Puis à partir de ce moment-là, il commence à travailler son jab, puis en arrière de son jab, il laisse aller ses combinaisons. Puis c'est vraiment un des très bons strikers techniques qu'on a sur la scène canadienne. Et puis je le sais que le gars, il veut rebondir là, après sa première défaite pro qui... On s'entend qu'une défaite à saveur de victoire, là, faire une guerre de 25 minutes comme ça, que tout le monde dit « Wow, c'est le meilleur combat de l'histoire de la promotion. » Oui, peut-être t'as pas gagné là, officiellement sur ta fiche, mais t'as ton nom associé au meilleur combat de l'histoire de la promotion contre le gars que tout le monde dit « Ah, ça, c'est le visage de la promotion à Joe Ramsey. » Puis Danny Mallette, s'il est pas loin en arrière, là, il est vraiment pas loin en arrière. On pourrait même dire qu'ils sont égales, ces deux-là. Donc... excitant. Pour ce qui est de Carlos Paeta, fiche de 3 victoires, 3 défaites, il y a 35 ans, d'où vient du Mexique. Son dernier combat a perdu
par rear naked choke. Le gars a tendance à perdre par soumission. Il a perdu une fois par knockout, 2 fois par soumission, 3 victoires par KO. Donc, en 6 combats, n'a jamais vu une décision. Et puis, c'est un gars de Muay Thai puis un counter-striker. Si tu le laisses at range, il va essayer de jabber, leg kick, jabber, leg kick, jabber, leg kick. Mais dès que tu l'engages, c'est là qu'il faudra que Danny soit, je pense, pas prudent, mais stratégique dans son approche. Je pense que Danny, va avoir le reach advantage ici. J'ai pas le reach des deux gars là, devant mes yeux, mais t'as Danny qui est 6 pieds 1 contre son adversaire qui est 5 et 11. Puis Danny, c'est un gars qui fight long à la base. Paita, pas nécessairement. Il aime bien ça être là, dans la face de son adversaire. Puis honnêtement, ce que j'ai trouvé qu'il faisait très bien, c'est lorsque son adversaire lance, il va lancer en retour. Là. Dès que son adversaire commence à décocher des punches, Carlos Paita lance des punches lui aussi. Lance en combinaison à part de ça. Donc, principalement, si tu restes à range, puis tu travailles avec ton jab, puis tu es prudent dans ton approche, c'est un gars que tu vas pouvoir outstriker sans trop qu'il soit en mesure de répliquer. Si tu arrives puis tu lances des combinaisons dans la pocket, là, tu le sais que Carlos Paita va lancer des combinaisons en retour. Puis honnêtement, autant je trouvais que ses punches, c'était pas les plus beaux punches que j'avais vus, il était comme vraiment weirdly efficace là, dans le combat que j'ai écouté de lui. Puis je pense que c'est un bon adversaire. Faut dire que Danny Malette s'est battu le 15 minutes, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, tu veux pas nécessairement avoir un comeback fight si rapidement que ça contre un autre adversaire absolument incroyable. C'est définitivement un step down sur Joe Ramsey, puis peut-être même sur Mathieu Rouzniak, là, mais ça a été un bon adversaire. Puis étant donné le délai là, dans lequel ce combat-là se passe par rapport au dernier combat de Danny, je pense qu'on a un bon match-up ici, là, définitivement. Ensuite, Alex Morgan est là, genre bien random, dans le milieu de la carte. Ben ouais, toi. Alex Morgan, le seul, l'unique. Quasiment, on pourrait dire, à ce statut, une légende du MMA canadien. Un gars qui a roulé sa bosse partout, qui a gagné des belts partout. Vous le connaissez, vous le savez, c'est qui? The Chessmaster. Il est incroyable. Son jab, ses leg kicks, sa takedown game, son grappling qu'il nous a finalement montré dans son dernier combat. Puis il affronte Marco Elpidio. Marco Elpidio, qui est un vétéran de la scène mexicaine. Une fiche de 15 victoires, 8 défaites, 2 combats nuls. Se nommant La Roca, a affronté beaucoup de bons adversaires. Donc, Carl Prepolek, l'an passé, il est venu au Canada pour affronter Carl Prepolek. Il a perdu par head kick. Et puis, c'est une tendance, ça. C'est une tendance. Je ne sais pas si Morgan y a noté ça, mais moi, j'ai noté ça en style chum a 8 défaites, 3 par KO, 5 par décision. Et 2 de ces 3 KO-là sont des head kicks. Son dernier combat s'est fait knocker par head kick. Carl Prepolek l'a absolument surpris avec un head kick. Fait que c'est de quoi à checker pour Alex Morgan. On sait que Morgan a des très, très bons kicks. Très bon kicker, bien que quand tu penses à Alex Morgan, de prime abord, tu penses à sa boxe, là, mais c'est quelqu'un qui est capable de très bien se servir de ses jambes. Là. Donc, Alex Morgan, est-ce qu'il va être capable de nous set up un petit head kick sur le solide Marco Elpidio dans ce combat-là ou ça va être un bon combat où les deux vont échanger debout pendant longtemps. J'ai vraiment hâte de voir. C'est sûr qu'encore une fois, ils sont un gros reach advantage pour Alex Morgan. Elpidio, j'ai vu 5 et 6 à des places, ça me semble petit là, pour un 155 livres. Il me semble que dans mes souvenirs, il n'était pas si petit que ça, mais il n'est pas grand. Ça, je peux te le garantir, c'est pas un grand combattant. Morgan va avoir un gros reach advantage sur ce gars-là. Et puis, je pense que généralement, il va être favorisé là, pour remporter ce combat-là. Mais un très bon affrontement contre un gars qui a roulé sa bosse, là, qui a 25 combats pro. Donc, adversaire de taille pour Alex Morgan. Ensuite, Max Soucy, Neftali Martinez Burgos. Juste content d'avoir Max au Québec, man. Max qui roule sa bosse au BC, qui va peut-être se battre contre Matteo Vogel pour la vraie belt, là, son prochain combat après celui-là, plus tôt cette année, on se rappellera, battu Nick Ouellet, second round, body kick knockout, un gros upset, un gros finish, une grosse performance. Tu sais, quand tu parles de tes listes de fin d'année, là, ce combat-là va sûrement être mentionné à plusieurs reprises là, parce que c'était une grosse performance de Max Soucy qui a été chercher la belt intérimaire de cette façon-là parce que BFL ne savait pas trop si Matteo qui s'en allait aux Contenders allait gagner, perdre, whatever. Donc, désolé. Ils ont mis une belle intérimaire, c'est Max qui l'a gagné. Donc là, on a potentiellement ce gros match-up-là là, qui est looming
at the horizon, mais entre-temps, Max Soucy, Neftali Martinez-Burgos. Solide bon petit fight, ça, honnêtement, les chums. Max, vous savez, est un très bon striker. Kick. Sa kicking game est incroyable. Il y a des bonnes mains. Bon fight. Ce que j'aime de Max Soucy, c'est que Max Soucy est capable de te knocker. Okay? Max Soucy est capable de te knocker avec des body kicks, des head kicks avec ses mains. Très bon striking. Il est capable d'y aller en volume s'il faut. Il est capable de se mettre sur culon puis plus pick ses shots s'il faut. C'est un striker très polyvalent. Tu sais, des fois, tu as des gars qui sont bons debout, mais ils ont comme une manière de striker. Puis si tu sors un peu de ce game plan-là, ils sont comme un peu perdus. Max Soucy, il peut aller de l'avant de péter à gueule, il peut aller de reculons de péter à gueule, il peut travailler très tranquillement pour remporter une décision, comme il peut essayer de t'arracher la tête complètement. Il est capable de tout faire ça, puis il est intelligent. Puis ça, c'est une des affaires les plus importantes. Le gars, il a un bon fight IQ, il a un bon feel de « Oh, en ce moment, je devrais peut-être plus faire ça que ça. » Puis oui, il est extrêmement bien coaché, il entraîne au TriStar, il est comme Firas Heyman qui l'aime beaucoup aussi. Et tous les autres, là, les Morgan, les Fred Duprat, tous ces gens-là aident beaucoup Max, mais c'est un combattant intelligent. C'est un combattant qui, oui, malgré ce bon coaching-là, n'a pas toujours besoin de ce coaching-là pour lui-même prendre une très bonne décision dans le milieu d'un combat. Puis son grappling aussi est excellent. Vraiment un très bon combattant. Ça, on l'a vu contre Nick Ouellet être dans toutes les pires positions du monde. Puis il n'a pas été ennuyé. Il le savait. Encore une fois, un exemple de fight IQ. Il disait, hey, en ce moment, je peux soit me battre comme un imbécile pour sortir de ces positions-là. Puis, ah ouais, on va hips out, esti, la shrimp, on se relève, takedown encore. Puis là, c'est back and forth, puis on scramble. Puis, d'un, ça augmente les chances que tu te fasses juste pogner bien raide dans un scramble. Puis de deux, ça fait que tu dépenses beaucoup d'énergie. C'est très énergivore de grapple en malade mental. Puis Max le savait. Puis Nix aussi, il allait en malade mental pour battre Max. Puis Max l'a ressenti. Puis il dit, hey, si je fais juste défendre, genre, chiller ici, puis oui, je perds le premier round. Pas de stress, il y en a 4 autres après. Fait que je vais le laisser faire ses affaires. Puis je vais m'assurer de ne pas me faire soumettre. Puis là, on a fini. Puis le deuxième round, un peu de la même affaire. Puis un moment donné, ils se sont levés de bout. Puis hey, soudainement, tu vois Nick Ouellet commencer à prendre des grandes respirations. Puis son body language est plus le même. Puis mon Max, lui, ça fait 7-8 minutes pas qu'il fait rien, là, dans le sens qu'il calisse rien, mais lui, il est là, puis il reste défensif, puis il dépense pas d'énergie. Il essaie pas de faire un gros move pour se sortir de là. Rien de radical, il est juste là, puis fait ses petites choses, tranquille, perd pas son énergie. Puis un moment donné, ils se sont levés de bout, puis il a vu sa chance, puis il a go crazy on him, il l'a fini avec un body kick absolument incroyable. Donc, fighter polyvalent, fighter complet, fighter intelligent, pas pour rien que ce gars-là est rendu comme avec une belt dans une des meilleures promotions au Canada, même s'il est juste 4-1. C'est un de nos meilleurs fighters locaux, Max Soucy. Puis d'avoir la chance de le voir se battre pour nous, même si c'est peut-être juste pour un combat, moi, il y a rien que je suis plus content que ça, honnêtement. Il affronte Neftali Burgos maintenant, un combattant mexicain qu'on a aussi vu au Canada récemment, tout comme Marco Elpidio. Le chum Neftali s'est pointé au BTC 20 et puis ben, il a perdu contre TJ Laramie. Là, tu parles d'un esti de match-up. Un autre Mexicain qui n'a pas une fiche super claire aussi. Sur Sherdog, il est 2-3. Sur Tapology, il est 6-6. Puis avant son combat au BTC, ils l'ont annoncé comme étant 10-5. Donc, il serait 10-6 maintenant avec la défaite contre Laramie. Quelle est la bonne réponse? Moi, je me fie à Tapologie là, d'habitude. Donc, ça va être 6-6 pour moi. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Dieu seul le sait. De toute façon, man, le gars va être là. Il a 21 ans. Il va essayer de striker avec Max Soucy probablement parce que visiblement, le grappling, ça n'avait pas l'air d'être son fort contre TJ Laramie. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il arrive. Puis, tu sais, m'a shooté sur Max Soucy. Il a une bonne main arrière. Il est capable de générer du bon power. Il est jeune. Donc, il est genre plein d'énergie. Fringant, explosif, fort, tu sais, toutes ces affaires-là que les jeunes qui commencent à avoir une force d'homme ont, là, pis des gens, il me semble que, genre, fin vingtaine, début trentaine, puis que je me sens 100 fois moins énergique qu'un jeune de même. Donc, très bon défi pour Max, man. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ce combat-là. Et ça nous mène au toaster, man. Le seul, l'unique Fred Duprat, j'étais content de le voir back parce que pas qu'il y avait un peu d'incertitude dans son cas, mais tu sais, Fred Duprat, on l'a vu, je pense,
4 des 4 premiers événements, 4 des 5 premiers événements Samouraï. On était habitué, il était là à toutes les cartes, c'était toast un doute comme si c'était focal. Puis là, une couple d'événements, on le voyait un peu moins, on entendait un peu moins parler de son prochain combat, whatever. Puis là, je me dis, il est où mon Fred? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de voir Fred toaster un dude. Puis là, un peu dernière minute, ce combat-là se matérialise face à Jordan Beltran, qui est un adversaire avec beaucoup d'expérience, là, une fiche de 13 victoires, 10 défaites, donc 23 combats pro dans sa carrière, âgé de 33 ans. Et puis, ça en est un autre, là, un bon malade qui, à ses 13 victoires, c'est 10 victoires par soumission, 3 knockouts. Ses défaites, il y a 3 défaites par KO, 4 par soumission et 4 par décision. Donc, il s'est déjà rendu à la décision dans sa carrière, mais il n'a jamais gagné une décision dans sa carrière. Genre, ce gars-là, c'est un finisher, c'est un killed or be killed. C'est un kill or be killed fighter. Et puis, ben, clairement, là, si tu regardes sa fiche, puis de la manière que ses combats, ça se dirige souvent, tu sais, comme le gars, c'est pas un mauvais all-rounder, là, mais il finit toujours par grapple. Il finit toujours par grapple dans tous ses combats, puis ça te tente de grapple avec Fred Duprat. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je l'aime, Fred. J'aime ça rouler avec une fois de temps en temps. Pas les rounds les plus le fun. Honnêtement, pas les rounds les plus le fun. Surtout quand t'es ceinture brune puis le gars traite comme si, genre, faudrait que tu downgrades à ceinture bleue, là, genre, basically. Fait que non, Fred, c'est le toaster, c'est pas pour rien, man. Pas pour rien. Il est back, il a 29 ans, il est 6-1. Il est aux portes des grandes ligues. C'est un des meilleurs prospects canadiens qu'on a vu dans les dernières années. Il y a une équipe de malades mentales à l'entour de lui. Richard Roux, Oli, Dufort, ils n'arrêtent plus là, le nombre de Alex Morgan, il va souvent au TriStar Rive-Nord, au TriStar Montréal aussi. Le gars, il est bien entouré, il est bon aussi, puis c'est notre champion 145 livres. Là, ce combat-là ne sera pas pour la belt parce que c'est dernière minute, donc c'est un catchweight, là, je pense à 149. Fait que ce sera pas pour la ceinture, ce combat-là, mais Fred va probablement être back à défendre sa ceinture très bientôt pour Samouraï, puis j'ai juste hâte de voir ça. Là. Il est dans le stade de sa carrière où ça level up, puis j'ai hâte de voir le level up parce que Fred Duprat, esti qui t'en a toasté des doutes, puis je pense que tu peux level up dans encore une coupe de coche, puis il va encore toaster des doutes. Fait que, ben hâte de voir ça. Ensuite, Mehdi Zaidvan, Takuya Nagata, un autre gros step-up là, en compétition pour Mehdi Zaidvan qui est le co-leader pour l'histoire de Samouraï en termes de knockout. Ce qui est surprenant, là. Le dude, c'est un lutteur gréco-romain. Tu t'attendrais à ce que, il y aurait une game super takedown heavy, puis que ça serait un bon finisher, peut-être plus par soumission, ou pas à tout, man. Ce gars-là, c'est un esti de fou furieux. Il aime ça, oui, faire ce que les lutteurs gréco-romains font bien, c'est-à-dire clincher. La lutte gréco-romaine, c'est dans le clinch, là, principalement. C'est pas vraiment les single legs, les double legs, ces affaires-là. C'est plus des body lock takedown. Mais quand il est dans le clinch, oui, il va te takedown s'il y a à te takedown. Mais principalement, ce qu'il veut faire, c'est de coller des coups de genoux et des coups de coude d'en face. Là. Il y a 2 knockouts par genou. Un qui était un peu douteux contre Sam Gigair au niveau de la légalité du coup de genou. L'autre qui a donné un doctor stoppage à cause d'une coupure qui était complètement horrible, d'ailleurs, sur José Peñalosa. Donc, non, Mehdi Zaidvan, man, c'est un tueur. Il est très, très, très dangereux. Il est invaincu là, à 3-0 avec un no contest parce qu'il avait arraché les couilles d'un Mexicain à un combat. Mais gros step-up là, parce que Takuya Nagata, oui, il a pas eu l'air incroyable contre Alex Morgan. Puis oui, tu pourrais te dire, OK, tu pognes le japonais qui s'est fait out-grapple par Morgan, puis tu le mets contre genre le lutteur gréco-romain presque de niveau olympique, genre. Mais comme je dis, Mehdi, c'est pas le lutteur qui lutte le plus là, dans ses combats. Il essaie de faire mal à ses adversaires. Puis Nagata, c'est un meilleur grappler qui a eu l'air à son dernier combat. Je pense qu'il y a un petit 16 désavantage là, contre Alex Morgan qui était pas insignifiant. Là, va être à 145 livres contre Mehdi qui est pas. Mehdi, il est pas gros. C'est pas le plus gros des featherweight. Il est juste absolument comme massif, genre thickly built, genre un petit tank. Mais ouais, ça va être un bon fight. Nagata, là, qui est quand même 9-6-1, donc il y a 16 combats professionnels, c'est beaucoup plus que les 4. Enfin, c'est 4 fois plus que Mehdi, exactement 4 fois plus.
Donc, je suis intéressé là, de voir est-ce que Mehdi va continuer à dominer comme il domine quand il affronte un gars qui a quasiment 20 pro fights. Parce que si c'est le cas, il va falloir commencer à mettre Mehdi. Puis moi, il est déjà sur ma liste des prospects très impressionnants, mais s'il est capable de battre un Nagata de façon impressionnante, il va encore plus level up dans mon opinion. Là. Donc, gros fight, ce qui nous mène à Souheib Damani, Matt Bednarek. Un des fights que j'ai le moins bon read dessus sur cette carte-là. Je vais vous l'avouer. Parce que d'un, le style match-up physique est drôle. T'as Souheib qui est pas un gros welterweight du tout en termes de grandeur, là, 5 et 10, mais qui est un peu comme le chum Mehdi Zaidvan est un petit morceau de rock. Là. Il est thickly built, puis il n'y a pas de gros de gras après ça, mon chum. Laisse-moi te le dire, c'est pas mal une petite boule de rock pur qui va essayer de te rentrer dedans. Puis soit bon grappling, honnêtement, bon top control. Je trouve qu'il y avait un peu de la misère à mettre la finition sur ses combats, dans les combats que j'avais vu de lui antérieurement en me préparant pour son premier fight à Samouraï, mais là, à son premier fight à Samouraï, la façon dont il a handle Irving Molina au sol fait croire que non, le gars, il a pas vraiment, il a amélioré cette facette-là, là, clairement, il n'y a plus vraiment de problème à crisser un gars au sol, puis juste le dominer là, puis le choker là, mais il est aussi super game de strike, c'est un bon striker. Puis la raison pourquoi je trouve que ce match-up-là est intéressant, ben, c'est parce que Matt Bednarek, c'est comme tout le contraire. Le d'un, ils ont la fiche inverse. Puis ça, c'est drôle, parce que Souheib est 3-1, Matt Bednarek est 1-3. Matt Bednarek est peut-être le meilleur 1-3 que tu vas trouver. Là, on l'a vu contre Guillaume Poulain, man. Il a mopé le plancher avec complètement. Là, c'était absolument pas un combat compétitif entre ces deux-là. Et puis Bednarek, tu viens du adrenaline, c'est un bon... range striker, évidemment, quand tu mesures 6-2, tu as des bons range tools, mais probablement plus vouloir grapple que Souheib dans ce combat-là. Donc, tu as Souheib qui est le petit torqué puissant qui devrait vouloir wrestle, mais qui va probablement vouloir échanger un petit peu avant ça. Puis tu as Matt Bednarek qui est le grand long qui devrait se servir de son jab là, pour garder Souheib bien loin de lui, puis qui va probablement sûrement vouloir se retrouver super proche de Souheib pour essayer de grapple avec. Donc, super intriguant comme style match-up. Souheib qui est 3-1, qui est très solide. Matt Bednarek, comme j'ai dit, mérite pas d'avoir une fiche d'une victoire, 3 défaites. Là, le gars, il y a comme 2 de ces combats-là qui il est comme à passer à ça, là, de gagner. Donc, la victoire, il a glissé entre les mains comme tu peux jamais voir une victoire te glisser entre les mains. Donc, le gars pourrait facilement être 3-1 là, avec. Malheureusement pour lui, il est 1-3, mais on l'a vu rétablir ça à son dernier combat, puis il veut continuer sur ce streak-là, puis Souheib Damani n'est pas un adversaire facile pour essayer de continuer une winning streak. Donc, combat très intéressant qui est quand même tôt sur la carte. Là, fait qu'assurez-vous d'être là. Mais assurez-vous d'être là pour le deuxième fight, les chums, parce que P.O. Bouffard et Sam Giguère vont finalement se battre. Je l'ai posté sur la page aujourd'hui. Il y a 3 ans, ils devaient se battre à TKO. Je les avais invités à faire un face-à-face pour qu'ils s'ostinent un peu sur Facebook. J'ai dit, ça pourrait s'ostiner en face, ces deux Chris-là. Ils ont quand même de la répartie, ces deux gars hot, ces deux gars drôles. Fait que ils vont sûrement s'ostiner. Puis c'était bel et bien ostiné. Puis je ne sais pas si la rivalité est encore tant heated 3 ans plus tard, mais ils vont se battre finalement. Ce combat-là qui devait avoir lieu, va avoir lieu. C'est un combat qui doit avoir lieu au TKO. Finalement, ça a lieu genre des années plus tard au Samouraï, mais on est là pour ça. Puis au Bouffard, que je suis juste content de réavoir, là, honnêtement. Il y a un bon bout, justement, quand Samouraï est revenu, quand puis au Bouffard, il a comme rendu avec une bonne job où il fait genre des bons salaires et tout. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point il est intéressé de comme un peu mettre ça de côté ou genre de pouvoir moins travailler parce qu'il faut qu'il s'entraîne ou whatever, de gérer alternance, travail et entraînement. On sait qu'il y a un enfant aussi, le PO, puis tout, fait que un peu compliqué à ce stade-là, mais visiblement, il est capable de le faire là, pour ce combat-là. Puis je suis content parce que P.O. Bouffard, tu sais, moi, je respecte toujours là, un fighter qui comme... C'est pas payant être un fighter, là. Entre vous et moi, les gars. Fait qu'un fighter qui se trouve un autre job, il est genre, tu sais, j'aime bien ça, me battre pis tout, mais j'aime bien ça comme faire de l'argent puis pouvoir nourrir ma famille puis mon enfant. Fait que j'ai toujours beaucoup de respect pour ça. Mais c'est sûr que quand tu as un gars de même qui est bon puis qui est encore dans son prime puis qui veut revenir pour se battre, ben je vais toujours être content là, de le welcome back. Puis P.O. Bouffard, c'est exactement ça. Puis Sam Giguère, ben c'est un gros gars, man. Je l'aime tellement, genre d'un point de vue personnel. C'est une personne tellement agréable. Puis j'y souhaite, man, d'avoir son premier win. J'y souhaite vraiment, bien que ça me ferait un peu mal au cœur que ça arrive contre P.O. C'est genre vraiment le fight sur la carte où je suis genre,
Yeah, let's go tout le monde. J'espère que vous allez avoir du plaisir. J'ai pas envie de voir aucun des deux perdre personnellement. Puis probablement un des deux, en fait, probablement. J'espère qu'il y en a un des deux qui va perdre parce que ça serait plate que ce soit genre une de no contest bizarre ou un draw, une petite connerie de même. Tu souhaites vraiment pas ça. On veut un résultat définitif de loin, mais non, je le souhaite à Sam, il travaille fort, man. Il est un bon représentant du MMA dans sa région. C'est un propriétaire de gym. Il y a des élèves, ils ont beaucoup de succès sur le circuit de Jiu-Jitsu. Il envoie des élèves en compétition. Il se déplace de l'autre bout du Saint-Christ de monde. Saint-Georges-de-Beauce, c'est pas proche là, pour aller faire une compé à Montréal ou à Ottawa ou à Hawkesbury. Puis, ils font le chemin, ils sont là, man. C'est une belle gang de warriors de la Beauce. Puis, je leur souhaite vraiment le mieux, man. T'sais. À ces deux-là, mais à Sam Giguère, particulièrement, gros crise de doute. PO, qui s'est pas battu justement depuis mai 2019 au TKO 48, avait perdu contre contre Isaac Blais, qu'on devait avoir sur cette carte-là avant qu'il se décalisse la cheville encore une fois. Mais il avait gagné son premier combat contre un très bon prospect, Dorian Angerbauer, qui est un élève de Josh Hill. Et puis, il l'avait battu de façon assez convaincante malgré avoir reçu beaucoup de leg kicks dans ce combat-là. Donc, ça va être intéressant à PO qui est plus un striker, mais qui se débrouille très bien en grappling. Sam qui est plus un grappler, mais qui se débrouille très bien en striking. J'ai hâte de voir comment le style match-up va play up ici dans ce combat local québécois contre un Québécois. Et ça nous mène au premier fight de la soirée. Gordon Cunningham, Lorenzo Celis. Puis je vais dire, si t'es pour avoir un fight de même là, entre un Ontarien et un dude de la Saskatchewan qui ne te vendra aucun billet, là, on s'entend, mais c'est ça le spot parfait pour le mettre. En début de carte, le monde va tranquillement make their way into the venue. Puis tu le sais que c'est comme tu aurais ce combat-là en co-main event, puis ça serait pas ton combat où le monde soit le plus impliqué, d'une manière ou d'une autre. Donc, tu sais, je sais que c'est un peu plate de dire ça pour les deux gars qui s'en vont se battre, là, mais je parle en français, ils m'écouteront sûrement pas, anyway, puis je pense que c'est le spot parfait pour ce combat-là. C'est un bon combat. Moi, personnellement, en tant qu'amateur d'MMA canadien, comme j'ai dit, c'est un combat local, c'est pour moi. T'sais, deux Canadiens, si t'es Canadien, t'es local, selon moi. Donc, combat local, je demande des combats locaux, je suis content d'avoir ce combat-là. Et puis, c'est un bon fight, très bon fight. Parce que tu regardes ça vite, tu regardes ce que les deux gars ont live, déjà, sacrément, Gordon Cunningham va passer au travers de ce gars-là. C'est genre un 6 pieds 1, 200 livres, un peu trapu, contre un dude de 6 pieds 5, avec tout le reach, toutes les striking abilities, mais Gordon, son dernier combat, affrontait un prospect américain, Liam Anderson, puis t'as le takedown aisément, puis il s'est fait soumettre, là, Gordon Cunningham, s'est fait complètement work au sol dans ce combat-là. Et puis Lorenzo Celis, lui, est le genre de gars qui a une fiche de 3-2, puis il serait 4-1 s'il n'avait pas perdu contre Mac Larson. Prospect incroyable qui se bat pour Unified MMA, qui, Celis gagnait ce combat-là, amenait Larson au sol, le beat it up on the ground, avait du bon succès debout, était capable de le clincher, de rendre ça dirty, puis Dieu sait comment Mac Larson, avec 30 secondes à faire au combat, là, il a renversé à vapeur, réussi à prendre son dos, puis il a appliqué une soumission, puis il a gagné ce combat-là dans un comeback win absolument incroyable. Mais Celis, il l'avait, là, ce fight-là, dans la poche. Puis oui, ça va être dur de rentrer dans le reach de Gordon Cunningham. On a vu Simon Lagarde essayer, on a vu plusieurs gars essayer puis pas réussir. Mais un coup que t'es là, il y a de quoi à faire. Puis Lorenzo Celis, il a une bonne takedown game. Il est capable d'amener ce combat-là au sol. Il travaille très bien au sol. Donc, je suis intrigué. Je suis très intrigué parce que Gordon devrait péter à la gueule debout. Mais si ça va à terre, je pense que c'est Celis qui va péter à la gueule à Gordon. Puis j'ai pas vu Gordon assez bien défendre des takedowns jusqu'à date pour être confiant que Gordon va être capable de garder ça debout. Donc, je suis excessivement intrigué par ce fight-là, les chums. Premier fight de la soirée. Fait que manquez pas ça. Samedi 16 septembre, Québec City. Reste quelques billets. Sinon, on est sur Fight encore une fois. On va croiser nos doigts que tout va bien aller pour la production ce coup-là, les chums. Mais, puis qu'on va revenir à nos événements samouraïs qui sont magnifiques à regarder. Mais ouais, j'ai hâte. On va être là. Conférence de presse du jeudi. Aujourd'hui même. Peut-être déjà arrivé même, alors je vais poster cette vidéo-là. Fait que, ouais, conférence de presse. Ensuite, on a la pesée vendredi, live sur MMA Talk, comme à l'habitude. Samedi, c'est le gala, on va couvrir ça, on va avoir un vlog. Là, je m'en vais là, j'étais à la job, je m'en vais là demain matin à 7h. Donc, on va avoir du contenu. Là. Carabine est back pour faire le vlog. On va avoir du gros contenu pour vous. Un vlog fin de semaine, sûrement un vlog de l'événement, plein d'affaires. Fait qu'on a du gros fun. Ça va être nice.
soyez de la partie pour un autre événement de Samouraï, les chums. C'est the most wonderful time of the year, man, quand Samouraï. C'est les meilleures fins de semaine. Puis on s'en va en Vaven, on a hâte. J'espère que vous allez être avec nous pour ça, les chums.